À un moment donné, la plupart d'entre nous ont probablement tous été assis dans un terminal quelque part, regardant dehors un temps vraiment horrible, espérant qu'il passera avant que votre vol ne soit censé partir. Voler par mauvais temps n'est jamais amusant, mais quand il s'éloigne, voler devient généralement beaucoup plus agréable. Que se passe-t-il lorsque le temps orageux à travers lequel vous volez ne s'éloigne pas et commence plutôt à suivre votre avion, refusant de laisser les pilotes atterrir? Restez à l'écoute. Dans la soirée du 25 octobre 2022, un équipage de Singapore Airlines était rassemblé dans leur bus d'équipage en direction de l'aéroport de Londres Heathrow. Ils étaient prévus pour opérer un vol direct de 13 heures vers l'aéroport de Singapour-Changi et le timing était assez bon pour eux puisque Singapour est en avance de 8 heures sur le Royaume-Uni, ce qui en fait un départ très tôt, mais ils seraient aussi vraiment chez eux très tôt dans l'après-midi. À leur arrivée à l'aéroport, les pilotes ont reçu de leur répartiteur un dossier contenant la météo, les NOTAM, les plans de vol et autres documents pertinents qu'ils ont commencé à examiner attentivement. La météo en route semblait correcte pour la plupart. Il n'y avait pas de grand système météorologique susceptible de poser problème, mais la météo à l'arrivée à Singapour semblait pouvoir être affectée par quelques orages l'après-midi. Malgré les prévisions d'orages temporaires, les pilotes restaient confiants car la visibilité devait rester supérieure au minimum requis pour l'atterrissage, même pendant les averses. Les alternatives prévues, notamment la base aérienne de Paya Lebar, l'aéroport international de Kuala Lumpur et l'aéroport international de Senai, présentaient également des risques d'orage, mais restaient envisageables. Maintenant, la météo requise pour une alternative doit toujours être un peu meilleure que la météo prévue pour la destination, et cela pour s'assurer que les équipages peuvent atterrir en toute sécurité quelque part, même si la météo s'avère être pire que prévu à la destination. Mais les orages sont notoirement difficiles à prévoir. Souvenez-vous de ça. Les pilotes savaient que leur plan de vol incluait du carburant de contingence, normalement 3 ou 5% du carburant du voyage selon les données historiques, destiné à être utilisé pour des déviations inattendues en croisière. Sur les longs vols, cela représenterait des tonnes de carburant en plus. De plus, ils savaient qu'ils obtenaient souvent des raccourcis sur l'espace aérien européen, leur permettant d'économiser beaucoup de carburant. Avec tout cela à l'esprit, les pilotes ont accepté le carburant du plan de vol de 106 164 kg sans en ajouter d'extra, puis ils ont procédé à l'instruction de leur équipage de cabine qui se préparait à se rendre à l'avion. Le capitaine du vol était un homme de 55 ans avec près de 13 400 heures de temps de vol total. Il avait précédemment opéré sur le 747, mais il avait un impressionnant 10 075 heures sur le 777, ce qui signifie qu'il était très expérimenté. Il avait été associé sur ce vol avec un premier officier de 31 ans avec nettement moins d'expérience, mais toujours plus de 2200 heures de vol sur le 777. En se dirigeant vers l'avion, ils ont discuté de qui allait piloter. Ils ont décidé que c'était au tour du premier officier, le capitaine étant le pilote surveillant. L'avion qui leur avait été attribué était un Boeing 777-300ER, qui signifie à longue portée avec deux énormes moteurs à double flux, GE 91-115 Bravo de General Electric qui y était monté. C'était une belle machine sans aucune panne technique enregistrée au moment du vol. Pendant que le capitaine vérifiait le journal et l'état technique de l'appareil, le premier officier a préparé l'avion pour le départ et l'équipage de cabine a embarqué les 280 passagers prévus. Tout s'est déroulé sans accroc. Ils ont donc finalement reculé plus ou moins à l'heure prévue et à 2006, l'avion a commencé à rouler sur la piste 27 droite à Heathrow pour le décollage. Les équipages de Kleinboten ont traversé rapidement l'espace aérien européen, bénéficiant de raccourcis. À l'approche de leur destination, ils avaient près de 30 minutes d'avance et une réserve importante de carburant. En entrant dans le région d'information de vol de Kuala Lumpur, le contrôle d'approche de Singapour a informé les pilotes d'une approche Instrument Landing System prévue sur la piste 20 droite, incitant le premier officier à se préparer et à informer le capitaine de la procédure d'arrivée et d'approche. Lors de ce briefing, ils ont évoqué la situation du carburant qui semblait alors correcte.
Comme mentionné, ils prévoyaient d'atterrir environ 30 minutes en avance vers 16h, 23h locales, avec près de 7 tonnes de carburant restant. Leur réserve finale de carburant était fixée à 3024 kg et ils étaient évidemment bien au-dessus de cela. Maintenant, c'est probablement le bon moment pour discuter de certaines règles concernant la quantité de carburant que les V-pilotes doivent transporter, surtout si quelque chose d'inattendu se produit. Durant le vol, le capitaine doit s'assurer qu'il y a assez de carburant pour voler en toute sécurité et atterrir avec plus que la réserve finale. Cela signifie que les 3024 kg de réserve finale dans cet exemple ne doivent jamais être touchés en circonstances normales et doivent toujours être protégés. Donc, lors de la vérification du plan de vol, il faut toujours s'assurer qu'il y a au moins le carburant nécessaire. Le carburant de taxi est utilisé pendant l'entrée et la sortie du taxi. Ensuite, le carburant de voyage est nécessaire pour faire voler l'avion jusqu'à la destination et atterrir. Le carburant continu, qui est ce que j'ai mentionné auparavant concernant les circonstances imprévues en route, qui est soit 3, soit 5% du carburant de voyage. Et en plus de cela, les pilotes peuvent également choisir d'ajouter tout carburant supplémentaire qu'ils aimeraient transporter en cas de certains retards connus, par exemple, ou d'orages ou de brouillard. Donc c'est le carburant nécessaire pour arriver à destination. De plus, nous avons besoin du carburant alternatif qui inclut le carburant pour une approche manquée à destination, puis une montée, une croisière et une descente vers l'aéroport alternatif suivi d'une approche et d'un atterrissage. En plus de tout cela, nous avons besoin du carburant de réserve finale qui ne devrait jamais être touché dans des circonstances normales et devrait suffire pour maintenir l'avion en l'air au-dessus de l'aéroport alternatif à 1500 pieds pendant au moins 30 minutes. Maintenant, c'est le minimum légal que tout vol commercial doit toujours transporter. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de marge intégrée dans ce calcul. C'est pourquoi vous ne devriez pas retenir votre souffle lorsque vous entendez qu'un pilote prend le carburant minimum parce que c'est en fait ce que nous devrions prendre, à condition que nous ou l'entreprise ne prévoyons pas de perturbations significatives. Prendre trop de carburant entraîne une consommation plus élevée, coûte de l'argent à la compagnie aérienne et a un impact environnemental plus important. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut connaître certaines phrases utilisées entre pilotes et contrôle aérien lors d'événements de faible consommation de carburant, ainsi que la façon dont les pilotes gèrent ces situations. Si un avion commence à se rapprocher de sa destination et qu'une modification de piste ou quelque chose d'autre d'inattendu se produit, les pilotes seront normalement ordonnés dans ce que l'on appelle un motif de maintien. Ce sont des motifs en forme de circuit de course ou normalement construits autour d'un point de cheminement Area Navigation ou d'une aide à la navigation. Et ils existent pour permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de ralentir le flux de trafic et de créer une séparation suffisante entre les avions arrivants. L'avion se verra attribuer une altitude à maintenir pendant qu'il vole en attente, et si d'autres avions arrivent après lui, ils se verront attribuer des altitudes plus élevées, et comme tout le monde descend en attente, l'avion qui est le plus bas dans la pile sera finalement dirigé pour l'approche. Désormais, en cas d'attente imprévue, les pilotes la saisiraient dans leurs ordinateurs de gestion de vol. Et comme il connaît déjà le carburant de secours, l'ordinateur montrera combien de temps ils peuvent rester en attente avant qu'ils ne doivent prendre une décision de dévier vers leur alternative ou de s'engager vers la destination. Une fois le temps de vol connu, nous demandons à la régulation du trafic aérien une heure d'approche prévue, ce qui nous permet de décider de la suite. C'est assez simple dans la plupart des situations. Si par exemple le retard est dû à un simple changement de piste, alors que le temps est bon, il y a de fortes chances que l'avion puisse atterrir à destination et nous pouvons commencer à utiliser le carburant de secours pour rester en attente. Cela suppose que nous voyons que l'attente n'est pas si longue qu'elle nous amènerait près de la réserve finale, bien sûr. Mais si nous voyons que le retard risque d'être plus long que cela, ou que le retard est dû à quelque chose qui ne peut pas être prévu, donc nous ne savons vraiment pas combien de temps cela va prendre, alors nous devons commencer à préparer une déviation et informer le contrôle du trafic aérien de nos intentions dès que possible, afin qu'il puisse commencer à coordonner. Je n'ai pas encore mentionné ce que nous, les pilotes, devons dire au contrôle du trafic aérien quand la situation du carburant se dégrade. Disons par exemple que nous sommes en attente et que nous avons reçu une heure d'approche prévue qui nous amènera à commencer à utiliser notre carburant alternatif, mais nous avons encore une grande marge par rapport à notre réserve finale et tout le reste semble plutôt correct.
Eh bien, dans ce cas, nous pouvons simplement rester joyeusement en attente et attendre notre approche sans avoir à informer le contrôle de la circulation aérienne que nous nous engageons à l'aéroport de destination. Mais disons maintenant que nous commençons à recevoir des vecteurs pour l'approche et que le contrôle du trafic aérien intervient et nous dit soudainement qu'il va devoir nous donner 5 minutes supplémentaires de vecteurs prolongés avant que nous puissions atterrir, à cause peut-être d'un nouveau problème. Maintenant, si nous regardons notre ordinateur de gestion de vol et voyons qu'avec ces 5 minutes supplémentaires de retard, nous avons réduit nos options d'atterrissage disponibles à une seule piste et que tout retard supplémentaire signifierait que nous pourrions devoir commencer à utiliser notre carburant de réserve finale. Dans ce cas, nous devons annoncer le carburant minimum au contrôle du trafic aérien. Maintenant, ce n'est pas un appel d'urgence, mais il est conçu pour informer le contrôle du trafic aérien que tout retard supplémentaire entraînera une urgence de carburant. Ce type d'appel ne facilitera aucune priorité. C'est simplement un appel de courtoisie pour améliorer la conscience situationnelle du contrôleur. Maintenant, si nous obtenions ensuite un autre retard après cela, et que nous pouvons voir que cela nous amènera maintenant à atterrir avec moins que la réserve finale, dans le cas de cette histoire, que moins de 3024 kilos, eh bien, alors nous devons appeler Mayday, 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 carburant faible. À partir de ce moment, ce vol serait alors considéré comme un vol d'urgence à part entière, ce qui signifie que le vol aura la priorité totale et toutes les pistes disponibles, même les pistes militaires, s'ouvriront pour leur utilisation. Mais je tiens vraiment à souligner ici que ces appels sont des exigences réglementaires et peuvent arriver à n'importe quel avion qui est soumis à, par exemple, des déviations ou tout type de retard prolongé au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Ces appels doivent être faits, et bien qu'ils soient sérieux, bien sûr, cela ne signifie pas que l'avion est sur le point de tomber du ciel ou que les pilotes ou la compagnie ont nécessairement fait quelque chose de mal. Les urgences de carburant sont probablement parmi les urgences les plus mal comprises dans le monde de l'aviation, surtout par la presse, mais maintenant vous en savez plus. Alors que l'avion se rapprochait de Singapour, ils ont entamé la descente, et à l'heure 0805, lorsqu'ils descendaient à travers 15 000 pieds, le contrôleur les a appelés et leur a dit qu'ils devraient entrer en attente sur un point de cheminement appelé Passepu, en raison d'un vent arrière croissant sur leur piste d'arrivée prévue, 2-0 droit. Les avions veulent toujours essayer de décoller et d'atterrir face au vent, et dans la plupart des cas, un vent arrière plus fort que 10 nœuds ne peut pas être accepté, et à cause de cela, la piste opérationnelle pourrait devoir être changée. Chaque fois que cela se produit, tous les avions qui étaient dirigés vers l'atterrissage sur cette piste devront alors être réacheminés vers la piste opposée, et cela peut ajouter beaucoup de temps et de files d'attente aux avions en attente. Mais la chose vraiment intéressante ici était la raison du changement de vent. Lorsque l'avion est entré en attente, le capitaine a jeté un coup d'œil à son radar météorologique et il pouvait clairement voir une activité significative de pluie et d'orage sur l'aéroport de Singapour et la zone s'étendait jusqu'à la côte nord-ouest. Cette zone de cellules orageuses couvrait aussi leurs alternatives prévues, la base aérienne de Paya Lebar et l'aéroport international de Senai, limitant leurs options de déviation. Maintenant, comme vous vous en souvenez peut-être, ils avaient aussi Kuala Lumpur comme alternative, mais c'était beaucoup plus loin et nécessiterait donc une déviation presque immédiate. Le capitaine a donc commencé à chercher d'autres alternatives et a vu qu'au sud direct de Singapour, un autre aéroport appelé Hong Nadim, ou aéroport de Batam, semblait être libre de tempête et était également très proche. S'il le désignait comme son alternative, il pourrait rester plus longtemps en attente et espérer permettre un atterrissage à leur destination prévue, Singapour, à la place. C'est précisément la méthode de travail des pilotes, cherchant sans cesse à trouver des solutions opérationnelles efficaces aux problèmes potentiels. Le vol a effectué une attente complète au-dessus de Passepu et on nous a ensuite dit que la piste d'arrivée à Singapour avait maintenant été changée pour 0 de gauche. Le premier officier a remis les commandes au capitaine afin qu'il puisse préparer et réexpliquer cette nouvelle approche et pendant ce temps, le vol a été remis au contrôleur d'arrivée de Singapour qui a commencé à leur donner des vecteurs radars vers la piste 0 de gauche. Au sol, le temps se dégradait rapidement avec de fortes pluies et des vents violents et changeants.
Le vent variait en fait de 180 degrés dans sa direction car il était soufflé depuis la base de cet énorme orage qui se trouvait au-dessus de l'aéroport et ces changements de vent ont causé deux autres avions à faire demi-tour pendant que le vol 319 se rapprochait. À 16h27, la visibilité sur la piste avait été réduite à 500 mètres en raison de fortes pluies et en raison des conditions extrêmes, l'aéroport a décidé de suspendre les arrivées jusqu'à ce que le temps s'améliore. Le vol 319 avait maintenant dépassé l'heure où ils avaient prévu d'être au sol, ce qui signifiait qu'ils commençaient maintenant à réduire le carburant en dessous des 7 tonnes prévues et se rapprochaient de leur réserve finale. Maintenant, le rapport final n'était pas très précis en ce qui concerne les chiffres exacts, mais un Boeing 777 300ER brûlera environ 100 à 130 kg par minute. De plus, la consommation de carburant augmente considérablement lors d'une remise des gaz. Nous pouvons donc commencer à compter le carburant à partir de ce moment. À 16h29, on a dit au vol qu'il aurait un retard minimum de 5 minutes pendant que l'aéroport évaluait la météo. Et on leur a dit d'entrer dans une autre attente au-dessus d'un point appelé Samco. Cela signifierait une attente jusqu'à au moins 1634 heures locales et avec une consommation de carburant d'environ 100 kg par minute, le carburant serait alors réduit à environ 5900 kg ou environ, ce qui est toujours acceptable. Le capitaine a pris une information service automatique d'information sur les terminaux pour l'aéroport de Batam dans le hall, indiquant une approche très haute fréquence portée omnidirectionnelle non précise depuis Tutu et un temps plutôt bon. Mais ce que ce rapport ne disait pas, c'est que l'énorme cellule orageuse qui se trouvait au-dessus de Singapour se déplaçait maintenant lentement vers Batam. Le capitaine a contacté le contrôleur d'arrivée et lui a dit qu'il n'avait plus de carburant que pour un autre trajet avant d'être à court de carburant d'urgence et qu'il devrait alors se dérouter vers Batam. Le terme carburant d'urgence n'est pas vraiment établi en aéronautique, mais il faisait probablement référence à son carburant alternatif. Cela a toutefois permis à la direction du trafic aérien de comprendre clairement son intention. Si l'aéroport n'allait pas ouvrir bientôt, le vol 319 de Singapore Airlines devrait être dérouté. Comme le temps ne s'améliorait pas, le contrôleur d'approche de Singapour a donc contacté son collègue du contrôle d'approche de Tanjung Panang et lui a dit que le vol 319 pourrait devoir être dérouté et a commencé à coordonner avec l'aéroport de Batam pour voir s'il pouvait l'accueillir. Maintenant, ce type de coordination fait partie de la logique de les contrôles de la circulation aérienne, car tous les aéroports ne sont pas équipés pour gérer tous les types d'avions, et surtout, pendant les périodes de temps compliquées, plusieurs avions pourraient être déroutés en même temps, remplissant les aires de stationnement des aéroports alternatifs. Mais cela signifiait également qu'il n'y avait pas de retour immédiat pour les pilotes concernant la possibilité de dérouter vers Batam, et pendant ce temps, les deux énormes moteurs électriques General continuaient simplement à consommer plus de carburant. Le capitaine a bientôt demandé à l'approche de Singapour s'ils avaient été mis à jour et ils lui ont dit que rien n'avait changé. Il n'y avait toujours aucun avion atterrissant là-bas. Après avoir entendu cela, le capitaine a informé le contrôle de la circulation aérienne qu'ils avaient suffisamment de carburant pour un autre maintien. Il était maintenant 16h36 et un autre maintien signifierait environ 6 minutes de plus. À la fin de ce maintien, le carburant serait réduit à environ 5100 kg, soit seulement 1100 kg avant que l'alerte de faible quantité de carburant ne commence à se déclencher sur le 777. Cela se produit lorsque le carburant descend en dessous de 2000 kg dans chaque réservoir principal, et cela entraînerait d'autres complications. Lors de leur deuxième approche de Samcom, l'avion a reçu l'instruction de tourner à droite à 180 degrés. Les deux pilotes ont vu que c'était un vecteur qui les éloignerait de Singapour et de l'aéroport de Batam, donc le capitaine l'a remis en question et on lui a dit que Batam n'avait toujours pas confirmé qu'il pouvait accueillir un avion aussi grand que le 777, car il ne gère normalement que des jets plus petits. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais il y a en fait pas mal de choses qu'un aéroport doit prendre en compte avant d'accepter une déviation comme celle-ci. Cela inclut des choses comme la disponibilité des marches pour que les passagers descendent de l'avion, la taille des stands, mais surtout la capacité de lutte contre l'incendie au cas où quelque chose se passerait. Et souvenez-vous que Batam n'était pas l'un des aéroports initialement déclarés comme alternatif pour ce vol. Lorsque le capitaine a entendu que la déviation n'avait pas encore été approuvée, il a demandé à faire une orbite de 360 degrés au-dessus de Samco, ce qui prolongerait effectivement l'attente de 2 minutes supplémentaires, et il espérait probablement que cela suffirait peut-être à obtenir une autorisation d'atterrissage à Singapour et à éviter la déviation.
L'aéroport de Singapour et celui de Batam étaient à une distance similaire de l'endroit où ils se trouvaient, donc je comprends un peu la réticence du capitaine ici, mais comme nous le verrons bientôt, il est parfois préférable de prendre la décision de dévier tôt plutôt que tard, surtout dans des situations où le temps change rapidement. Après avoir terminé l'orbite, rien n'ayant changé, le capitaine a décidé de dévier. Ils étaient le 4e avion à le faire, 3 autres avions ayant déjà procédé à leurs alternatives à ce moment-là. Le contrôleur leur a de nouveau donné un vecteur radar de 180 degrés et a expliqué qu'ils pouvaient s'attendre à des vecteurs vers une approche Very High Frequency Omnidirectional Range pour une piste 22 à Batam. Mais alors que l'avion commençait à s'éloigner de la retenue, la tempête avait également atteint l'aéroport de Batam. La pluie tombait maintenant sur la piste avec le même type de vent rafaleux et variable qui tourmentait toujours leur aéroport de destination initiale. Mais l'équipage était toujours heureusement inconscient de cela. Et maintenant, une autre chose particulière se produit, car le capitaine, qui jusqu'à ce point avait été le pilote surveillant, annonce maintenant au premier officier qu'il prendrait le contrôle et continuerait en tant que pilote en vol pour la diversion. Il est possible que Singapore Airlines ait une politique qui consiste à ne laisser que le capitaine piloter les diversions ou prendre les commandes lorsque la situation devient plus stressante. Mais, selon mon expérience, il vaut toujours mieux exécuter les diversions en tant que pilote surveillant quand on est capitaine. La raison en est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être correctement gérées pendant une diversion. Cela inclut la surveillance météo, la communication avec le contrôle aérien, l'équipage, les passagers et l'entreprise, ainsi que de nombreuses autres tâches. Le premier officier est toujours plus que capable de piloter l'avion, mais la gestion complète est censée être laissée au capitaine, ce qui est beaucoup plus facile à faire dans le rôle de pilote de surveillance. Le capitaine a plutôt demandé au premier officier de l'aider à se préparer pour l'approche VR à venir et à trouver les cartes pertinentes nécessaires. Cela comprenait un briefing d'aéroport de la compagnie soulignant les spécificités de chaque aéroport, comme l'autorisation ou non d'atterrissage automatique. Selon ce document, rien n'empêchait un atterrissage automatique à Batam, mais le Instrument Landing System était la seule approche utilisée, pas celle en VR que ces gars volaient à ce moment-là. Ce détail a probablement persisté dans l'esprit du capitaine pendant le vol, gardez cela à l'esprit. Curieusement, 1 minute après avoir quitté la retenue et commencé la diversion, l'équipage a redemandé au contrôle du trafic s'ils acceptaient les atterrissages à Singapour. Cela a montré un potentiel biais pour renverser leur décision, mais le temps était toujours terrible, donc la diversion a simplement continué à la place. À 16h46, l'équipage a été informé que la décision de la diversion vers Batam était toujours en attente, mais ils obtiendraient toujours des vecteurs pour l'approche en prévision de leur autorisation. L'avion a passé au sud de l'aéroport, puis a reçu des instructions pour tourner à gauche en direction de 120, puis à 90 degrés pour un vent arrière. 2 minutes plus tard, ils ont été remis au contrôleur suivant qui les a informés qu'ils attendaient toujours l'autorisation pour leur permettre de commencer l'approche. Comme il était maintenant 16h48, une hypothèse très généreuse de leur état de carburant les aurait à environ 4500 kg et cela a maintenant incité le premier officier à déclarer un minimum de carburant. Tout retard supplémentaire entamerait maintenant leurs 30 dernières minutes de carburant de réserve. Rappelez-vous que la déclaration de carburant minimum ne change rien pour le contrôle aérien. Il continuerait toujours à observer les règles habituelles qui comprennent la coordination de la diversion dont nous avons discuté plus tôt. Mais 2 minutes plus tard, le capitaine a pris le relais de la radio et a déclaré Mayday carburant pour Singapore Airlines 319. Et cela a finalement fait l'effet escompté. Il est probable que les pilotes avaient mis à jour l'itinéraire d'approche à ce stade et qu'ils pouvaient voir que depuis la position où ils se trouvaient maintenant, le carburant à l'arrivée avait chuté en dessous de 3000 kg. La situation étant devenue urgente, la coordination importait peu et ils seraient autorisés à approcher sans délai. Le contrôleur leur a dit de tourner à gauche en direction de 360 degrés et de contacter le contrôle de Tanjung Pinang pour les vecteurs finaux. L'équipage a fait cela et à 16h55, on leur a donné un virage à gauche pour s'établir sur l'approche VR pour la piste 22 et le contrôleur leur a dit qu'ils avaient la priorité pour l'approche. Le capitaine pilotait et communiquait simultanément pendant que le premier officier configurait les systèmes et lui transmettait les informations des cartes d'approche.
Nous ne savons malheureusement pas exactement quel type de conversation se déroulait entre les pilotes ici, car l'enregistreur de voix du cockpit a malheureusement été perdu plus tard. Mais dans des situations comme celle-ci, il est absolument crucial que l'équipage respecte les zones de responsabilité et tente de maintenir les flux de travail aussi proches que possible de la normale. Le stress de savoir que le carburant s'épuise peut conduire à des erreurs si vous commencez à vous précipiter. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui se passait ici, nous ne savons pas, mais ce qui va se passer va certainement créer une énorme quantité de stress, parce que nous sommes encore loin de la fin de cette histoire. Alors que l'avion commençait sa descente sur l'approche VR vers 17 heures, l'équipage a été informé par le contrôleur d'approche que le vent avait maintenant tourné à 14 degrés de vent arrière pour la piste 22, avec des rafales allant jusqu'à 30 nœuds. Maintenant, le vent arrière maximum absolu pour lequel le 777 était certifié était de 15 nœuds et Singapore Airlines n'approuvait pas plus de 10. Avec le vent qui était maintenant signalé, ils pourraient faire face à jusqu'à 30 nœuds droit dans leur queue. Et c'était bien plus que ce qui serait considéré comme sûr. Ainsi, l'équipage a décidé d'abandonner l'approche à environ 1600 pieds et a plutôt grimpé à 1800 pour essayer de manœuvrer pour l'approche Instrument Landing System depuis la direction opposée. Il y avait des cellules orageuses partout, donc le capitaine a volé légèrement au nord de la ligne centrale, puis a procédé à un large virage à gauche pour essayer de se manœuvrer vers la ligne centrale pour l'approche Instrument Landing System. Rappelez-vous que c'était maintenant une véritable urgence et que le carburant se vidait rapidement des réservoirs, dont le capitaine était probablement plus que conscient. Dès l'avertissement de faible quantité de carburant, l'équipage devait prendre en compte davantage de procédures. Cela comprenait une liste de contrôle non normale, Quick Reference Handbook, qui en substance disait qu'il devrait atterrir avec les volets maximum 20 au lieu de 30 et qu'il devait éviter le freinage rapide après l'atterrissage pour éviter de découvrir les pompes à carburant à l'intérieur des réservoirs. La raison de ce réglage de volet inférieur était de permettre un éclat en cas d'extinction de 2 moteurs, quelque chose que Boeing avait appris d'un incident avec le 777 de British Airways, qui avait atterri court de la piste à Heathrow en 2008 après une double extinction. C'est un incident que nous avons déjà couvert sur la chaîne. Ce réglage du volet inférieur entraînerait une légère augmentation de la vitesse d'atterrissage et de la distance d'atterrissage, mais la piste de Batam était assez longue pour éviter tout problème. Le virage à gauche a commencé lorsque l'avion n'était qu'à environ 6 milles nautiques de l'aéroport, ce qui est très proche si vous voulez intercepter une approche Instrument Landing System. Comme je l'ai dit précédemment, le capitaine évitait probablement le mauvais temps ici et il est possible qu'il ait raccourci le circuit pour éviter une cellule plus grande, plus loin sur la ligne médiane. Mais il est aussi possible qu'il ait simplement voulu intercepter l'approche et atterrir le plus rapidement possible en raison de l'état du carburant. Il prévoyait maintenant d'utiliser la fonction d'atterrissage automatique de l'autopilote pour assurer un atterrissage réussi, mais cette fonction nécessite que l'autopilote soit engagé au-dessus de 600 pieds et dans une approche agréable et stable pour fonctionner. Est-ce que ces 2 pilotes volaient maintenant étaient assez loin d'un modèle Instrument Landing System standard? L'avion avait, lors de son large virage à gauche, traversé la ligne de descente et descendait maintenant pour essayer de capter le Instrument Landing System à une altitude d'environ 1000 pieds et à moins de 2000 nautiques de la piste. Maintenant, j'ai expliqué dans des vidéos précédentes comment fonctionne le système Instrument Landing System, mais en bref, il y a 2 antennes situées au sol à côté et au-delà de la piste qui émettent chacune 2 ensembles de signaux radio. L'antenne de localisation envoie des indications pour que l'avion suive dans le plan horizontal et l'antenne de pente de descente pour le plan vertical. Maintenant, lorsque ces signaux sont envoyés depuis les antennes et se propagent vers l'extérieur, les signaux deviennent de plus en plus larges à mesure qu'ils s'éloignent des antennes. Cela signifie que les instruments dans l'avion qui interprètent ces signaux deviendront de plus en plus sensibles à mesure que l'avion se rapproche des antennes. À cause de cela, il est vraiment important d'intercepter le Instrument Landing System tôt, normalement au moins à environ 5 milles nautiques, afin que l'avion puisse s'aligner de sorte qu'il n'ait besoin que de changements minimaux de tangage et de roulis à mesure qu'il se rapproche de la piste. Mais comme je viens de l'expliquer, cet avion essayait maintenant d'intercepter le Instrument Landing System beaucoup plus près que cela, et le capitaine le faisait avec un angle d'interception relativement élevé d'environ 15 degrés et une vitesse verticale de 1300 pieds par minute.
À 17h05, le premier officier a informé le contrôleur d'approche qu'ils avaient maintenant une piste en vue à travers la pluie intense. Ils passaient à une altitude d'environ 1200 pieds à ce moment-là, et le capitaine positionnait toujours manuellement l'avion pour essayer de l'aligner avec la ligne centrale. Le contrôleur d'approche a dit à l'équipage de passer à la tour de Batham pour l'autorisation d'atterrissage, et cela a été répété, mais le changement n'a jamais eu lieu. Presque au même moment où cet appel a été fait, le capitaine qui avait précédemment armé le mode d'approche a vu que la pente de descente et le localisateur avaient maintenant été capturés, et cela l'a incité à réactiver le pilote automatique pour l'autoland anticipé. Mais presque immédiatement, un avertissement de non-autoland est apparu sur son affichage de vol principal. De plus, l'indicateur Instrument Landing System montrait que l'avion volait maintenant à pleine échelle, à gauche et au-dessus de la ligne centrale. Cela a confondu le capitaine, mais en réalité, cela a du sens. Comme il avait tenté de capter le Instrument Landing System si près de la piste et toujours avec des angles d'interception assez grands, l'autopilote n'a tout simplement pas eu le temps de manœuvrer l'avion dans une position plus stabilisée. Au lieu de cela, il a continué à descendre, essayant de corriger, mais avec peu ou pas de temps pour le faire. Le contrôleur de la tour a maintenant appelé le contrôleur d'approche pour lui dire qu'il n'avait rien entendu de l'avion d'urgence entrant et qu'aucune autorisation d'atterrissage n'avait été donnée. De plus, il n'avait aucun contact visuel avec le trafic car la visibilité était tombée à 500 mètres sous une forte pluie. 20 secondes après le message d'interdiction d'atterrissage automatique, à 132 pieds d'altitude, le capitaine a décidé de faire demi-tour en appuyant sur les interrupteurs TOGA. Les deux moteurs se sont maintenant mis à rugir en poussée de remise des gaz et l'avion a commencé à s'éloigner de la piste, consommant encore plus de ce précieux peu de carburant qu'il leur restait dans les réservoirs. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais normalement, un 777 consommerait environ 1500 kg lors d'une remise des gaz normale. C'était maintenant la deuxième remise des gaz qu'ils avaient effectuée, mais la première était à une altitude relativement élevée et probablement avec des réglages de volée plus bas, et comme l'avion montait maintenant à 3000 pieds et l'heure était 1709, c'était 46 minutes après l'heure à laquelle ils avaient prévu d'atterrir avec 7 tonnes. Donc, une estimation approximative placerait le carburant à bord à environ 2000 kg à ce stade, et peut-être même moins que cela. Le capitaine a demandé au contrôleur d'approche une estimation mise à jour du vent et de la visibilité pour la piste 22, car cette piste était maintenant plus proche d'eux. Mais comme le contrôleur d'approche devait demander à la tour d'obtenir ces informations, il lui a fallu environ 90 secondes pour répondre, et pendant ce temps, l'avion avait fait un virage et avait volé assez loin sous le vent pour une autre approche, Instrument Landing System. La visibilité a finalement été signalée comme étant de 500 mètres pour la piste 4 et de 6 km pour la piste 22, montrant qu'une forte averse passait maintenant sur le terrain. Mais au moins, le vent était stable à 340 degrés à 7 nœuds. Le capitaine a répondu à l'information et a dit que de la position où il se trouvait maintenant, il n'avait pas assez de carburant pour se repositionner pour la piste 22. Donc, il continuerait pour un autre Instrument Landing System vers la piste 04, même si la visibilité était pire, mais il devait atterrir cette fois. Pour une raison inconnue, probablement le vent, il s'était rapproché de plus en plus de la ligne centrale en volant. Lorsqu'il a commencé à faire le virage à droite pour la finale, il n'était encore qu'à 5 miles et demi nautiques de la piste, toujours à 3000 pieds et avec une vitesse de 220 nœuds. Cela signifiait que pour capter le Instrument Landing System, il devrait maintenant descendre assez rapidement tout en configurant l'avion et en effectuant également un virage en forme de poire à droite. Il est très difficile de dire à quoi ressemblait le radar météorologique dans le cockpit à ce moment-là. Il était probablement rempli de très mauvais retours rouges, mais si nous devons tirer quelque chose de cette situation, c'est de ralentir les choses et de vous donner plus de temps. Lorsque la perception est qu'il y a moins de temps disponible, il est presque certain que si cet équipage avait pu prolonger le vent arrière lors de leur approche précédente pour intercepter le Instrument Landing System plus loin, ils auraient déjà été en train de rouler maintenant. Mais au lieu de cela, ils étaient sur le point de faire un autre circuit vraiment serré. À 17h11, le contrôleur d'approche a informé l'équipage que la visibilité pour la piste 04 s'était maintenant améliorée à 800 mètres et qu'ils étaient autorisés à l'approche à leur propre discrétion. Le capitaine, toujours avec le rayon, a répondu qu'il avait l'intention de poursuivre vers la piste 04 comme convenu précédemment. Maintenant,
comme je l'ai mentionné plus tôt, dans un environnement à haute tension, le capitaine aurait toujours dû essayer d'obtenir autant d'aide que possible du reste de l'équipage, et cela aurait certainement inclus de laisser le premier officier gérer la radio, mais cela ne se passait pas ici. Pendant ce temps, le contrôleur de la tour avait dégagé la zone de piste pour garantir un atterrissage sans problème cette fois-ci. Le capitaine a demandé de configurer l'avion jusqu'à volée 20 et a de nouveau commencé à essayer d'intercepter la finale à environ 2 miles. Mais il s'est retrouvé dans une position presque identique, seulement cette fois, il interceptait depuis la gauche. Lorsque l'avion a finalement percé les nuages, les deux pilotes ont vu qu'ils étaient bien au-dessus de la pente de descente et également significativement décalés vers la gauche. Le capitaine a essayé de faire atterrir l'avion manuellement, mais pour cela, il a dû initier une plongée à plus de 1400 pieds par minute, ce qui, à cette faible altitude, a déclenché une alerte de proximité du sol. Et cela a conduit à l'inimaginable, une troisième remise en vol, qui s'est produite à l'heure 1714 à partir d'une altitude de seulement 212 pieds. L'avion a maintenant grimpé comme une fusée avec une vitesse verticale d'environ 4300 pieds par minute, mais ils se sont rapidement stabilisés à une altitude de 2000 pieds. Le capitaine a appelé le contrôleur d'approche et l'a informé que le carburant était maintenant critique et que son plan était de voler tout droit puis de faire une procédure en larmes visuelles pour atterrir sur la piste 22, car c'est tout ce qu'ils avaient de carburant pour faire. Et il avait probablement raison à ce sujet, car le carburant à bord aurait probablement été inférieur à 1000 kg à ce stade. Le contrôleur d'approche les a informés d'un vent arrière d'environ 6 nœuds, venant de 330 degrés à 15 nœuds, que le capitaine a accepté avec plaisir. L'équipage a rapidement reconfiguré l'avion pour la 4e approche et heureusement, le mauvais temps s'était maintenant éloigné plus au sud. À 17h19, l'avion a finalement atterri en toute sécurité sur la piste 22 avec le carburant restant nettement en dessous de la réserve finale. Maintenant, nous ne saurons jamais à quel point ce carburant a réellement baissé, mais comme je l'ai dit auparavant, en utilisant des calculs de carburant simples et très conservateurs, il se peut qu'il ait été bien en dessous de 1000 kg, et c'est un carburant d'atterrissage qui me fait même transpirer à froid en tant que pilote de Boeing 737. Le rapport final est parvenu à la conclusion que l'incident s'est produit en raison du mauvais temps et de la préférence du pilote d'atterrir à leur aéroport de destination plutôt que de dévier plus tôt. Fait intéressant, c'est le premier rapport que j'ai jamais lu qui fait directement référence à l'impact du changement climatique et aux tempêtes plus intenses qu'il provoque, ce qui a également un impact sur la prise de décision du pilote. Singapore Airlines a intégré cet incident dans ses formations des pilotes, améliorant le matériel de briefing et l'accent sur la planification du carburant. Les enquêteurs ont jugé ces mesures suffisantes, sans recommandations supplémentaires. Alors, votre avis ? J'aimerais entendre vos opinions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée, à la prochaine.